Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'Oracle Database Week. Voilà, merci pour votre présence ce matin, pour votre confiance sur ce programme que nous avons démarré mardi maintenant. Je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing donc chez Oracle et je vais vous accompagner aujourd'hui. Donc voilà, ravi de vous avoir avec nous. On a quelques propositions, comme d'habitude. Peut-être certains d'entre vous ont participé cette semaine. Voilà, ces deux propositions, elles restent valables. Se former, toujours intéressant, important. On est en partenariat avec Oracle University, donc vous avez des formations gratuites. Voilà, il y a un petit QR code, n'hésitez pas à l'utiliser pour s'inscrire. Et il y a des modules sur la partie Oracle Cloud Infrastructure et sur la partie data management. Il faut absolument en profiter. Et puis également, très, très important, très intéressant, c'est à votre service, c'est un groupe en fait sur LinkedIn, tout en français, donc qui s'appelle Objectif Cloud Oracle et sur lequel on poste voilà, l'actualité sur nos offres et également les replays. Donc par exemple sur Database Week, vous allez retrouver les 4 replays très prochainement. Et puis on fait aussi la promotion des événements à venir pour gérer votre agenda. Donc scannez ces codes et n'hésitez pas à nous rejoindre sur LinkedIn. Euh, Database Week, donc voilà, comme je disais, ça a démarré mardi. Mardi, on était sur les nouveautés de DB23 AI, on était aussi sur tous les angles haute disponibilité, voilà, protection, on va dire globalement de vos bases de données. Et puis ensuite, on est passé sur la partie multi-cloud, utilisation des bases de données, quels que soient les clouds que vous pouvez avoir donc dans vos environnements. Et hier, on est revenu donc sur la partie intégration de données, donc Oracle Golden Gate pour la réplication de données en temps réel, quels que soient vos environnements Oracle ou non Oracle. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette dernière session qui est un peu plus orientée donc développement autour de la base de données. Donc on va parler de beaucoup de choses. On va parler de JSON, on va parler des microservices. Donc voilà, si vous avez une approche microservices, conteneurs. Et puis également, donc, on va travailler sur la partie Apex, donc des environnements de développement qui sont plugués sur la base de données. Donc, avant de retrouver nos intervenants, voilà, le petit message habituel, comme quoi les contenus n'ont pas valeur de contrat pour aujourd'hui. Et puis, voilà, je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Tout à l'heure, nous retrouverons donc Olivier Simbaluria. Olivier est Technology Solution Engineer chez Oracle France. Et puis, nous retrouverons Virgile Crevon, qui est Technology Solution Engineer chez Oracle France également. Et puis, tout de suite, je vais vous laisser avec Mathieu Cassonnet, Technology Solution Engineering chez Oracle France. Mathieu, je te laisse la parole. Bonne séance à tous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Merci à Patrick pour cette introduction. Donc, je vais simplement, moi, aujourd'hui, vous parler d'Oracle Apex. Donc, c'est une solution qui existe et c'est un produit qui existe depuis longtemps, qui existe depuis 2004, mais qui reste un petit peu parfois dans l'ombre de notre produit phare qui est la base de données Oracle. Donc, c'est aujourd'hui l'occasion de parler davantage de ce produit. Et qu'est-ce qu'Oracle Apex? C'est un environnement de développement low-code. Et donc, le low-code, on va définir ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, pourquoi le low-code? Eh bien, parce que développer, c'est de plus en plus coûteux pour obtenir ce que l'on veut. C'est quelque chose qui va être long à faire, long à développer, et parfois on a une maintenance du code qui peut être coûteuse également, et qui va créer au fur et à mesure potentiellement une dette technique. Donc, toutes ces phases de développement sont également très coûteuses, particulièrement parce qu'elles sont liées à des itérations et qu'elles peuvent prendre du temps. Donc, le low-code, c'est la réponse à toutes ces problématiques. Et la réponse, elle vient de quoi? Elle vient de la vitesse. Donc la vitesse du low-code, c'est la facilité à apprendre pour le développement et un développement qui est également plus rapide parce qu'on va utiliser des choses qui existent déjà et qu'on va pouvoir reproduire. Le second point, c'est l'innovation. On va pouvoir se concentrer davantage sur l'innovation, se concentrer sur la création des meilleures applications et laisser le code géré par l'IDE, par le framework. Et enfin, l'agilité, parce qu'on va pouvoir répondre plus rapidement aux demandes des utilisateurs.
Donc, on va avoir des itérations plus rapides et pouvoir répondre exactement aux besoins de nos différents utilisateurs. Donc ça, c'est pourquoi on fait du low-code et pourquoi Oracle avec Apex fait du low-code. Donc, à quoi sert Oracle Apex? Apex est une plateforme d'application low-code qui est très populaire dans le monde, même si elle est un petit peu moins en France, je pense. On a 21 millions d'applications qui sont créées à ce jour, avec plus de 850 000 développeurs qui travaillent sur Apex. Apex, ça permet de créer des applications évolutives et sécurisées. On le verra, ça permet également de créer, à partir de la dernière version, des applications basées sur l'intelligence artificielle. Et ça permet de développer 20 fois plus rapidement avec 100 fois moins de code. Oracle Apex est également le moyen le plus productif de déployer et de, déployer et développer et déployer des applications mobiles et web. Et si vous utilisez déjà la base de données Oracle, eh ben, vous avez déjà accès à Apex sans frais supplémentaires. Donc ça, c'est important, je reviendrai là-dessus parce que tous nos clients qui ont la base de données Oracle sont en capacité de déployer Oracle Apex, donc cet environnement low-code. Donc, qu'est-ce qu'Apex? C'est un framework de développement centré sur la base de données. Cela permet de créer des applications de bureau, mais également des applications mobiles pour la base de données Oracle. Oracle Apex vous permet de concevoir, de développer et de déployer de belles applications responsives, donc en mode responsive, reposant sur les données de votre base de données, reposant sur la base de données. Donc, on va pouvoir créer rapidement des rapports, des formulaires, des graphiques, des calendriers, etc. sur les données de votre base de données. Et on va pouvoir également transférer des nouvelles informations dans cette base de données. Donc, les développeurs informatiques qui connaissent un peu le langage SQL peuvent facilement, à partir de cet environnement, créer des applications. Et évidemment, leur connaissance en SQL va les aider davantage à améliorer le développement fait avec Apex. Oracle Apex va également tirer parti des fonctionnalités de base de la base de données Oracle. Donc si vous avez suivi la DB23 AI, la présentation de lundi, vous avez vu qu'il y a tout ce qui est vector search qui a été ajouté à la base de données 23. Et bien, on va pouvoir bénéficier de ça dans Apex. Donc, toutes les fonctionnalités de la base de données, la robustesse, la sécurité de la base de données, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver et bénéficier dans Apex. Une petite slide sur les caractéristiques d'Oracle Apex. Donc, Oracle Apex, comment ça se présente et comment ça s'utilise. Donc, Oracle Apex, on y accède par un navigateur web et on va avoir accès par ce navigateur web à notre IDE, à notre environnement de développement. Donc, aucun logiciel à installer. Ensuite, les caractéristiques de l'application qu'on va créer dans ce framework, de cet environnement de développement, elles vont être stockées dans la base sous forme de métadonnées. Donc, on fait du déclaratif. Il n'y a pas de génération de code. On va déclarer notre application dans la base de données. Ce qui va permettre une exécution efficace avec une seule requête et une seule réponse pour accéder aux données. Donc, on a un accès avec très peu de latence qui permet d'optimiser la plateforme Oracle Apex. Donc ça, c'est un petit peu la couche technique sous-jacente à Oracle Apex et qui permet à notre solution Oracle Apex d'être aussi performante. Quel va être le bénéfice principal d'Oracle Apex? Libérer la créativité des développeurs. Parfois, le développement d'applications, ça peut prendre du temps. La création d'une nouvelle application peut nécessiter beaucoup de codage bas niveau. Actualiser une application existante, ça signifie comprendre l'existant, comprendre le code qui a déjà été écrit, et ça peut parfois prendre du temps ou être plus compliqué de travailler sur une application existante que d'en créer une nouvelle. Donc, avec le low-code, avec Oracle Apex, on va éviter ce genre de problématique. Ensuite, les développeurs doivent être libres d'optimiser l'expérience utilisateur. Et avec Oracle Apex, avec le low-code, on va pouvoir se concentrer davantage sur la rationalisation des interfaces et la facilité d'utilisation de nos interfaces. Alors, on estime, et c'est une estimation Oracle, qu'une ligne SQL dans Apex est équivalente à 100 lignes de JavaScript. Donc, c'est vous dire l'économie de temps qu'on peut avoir lorsqu'on utilise Oracle Apex par rapport à du développement de bas niveau. Oracle Apex, c'est une plateforme globale, une plateforme d'implication locale complète et unifiée. Pourquoi complète et unifiée? Parce que vous allez voir qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses rien que dans cet environnement Apex.
on va ici, vous le voyez sur ce slide, avoir une partie générateur d'application. Donc, ça va être une des parties les plus importantes. On va pouvoir générer notre application, la construire. Mais on va avoir tout ce qui est atelier SQL, donc pour créer nos requêtes qui vont nous ramener les données qui sont dans la base de données. Mais on a également tout ce qui est gestion d'équipe. Donc ça, c'est très important quand on va développer sur une application, quand on va se créer une application, il faut pouvoir gérer les différents intervenants, les différents développeurs qui vont travailler sur ce développement. On a tout ce qui est gestion des workflows. Donc là également, la capacité à créer et enchaîner les étapes dans notre application. Donc ça, c'est très important, avec évidemment des conditionnements euh, pour l'affichage des écrans. Donc on va pouvoir créer des choses très complexes. Ensuite, on va pouvoir évidemment créer des API, donc mettre à disposition des API sur notre application pour pouvoir interagir soit avec d'autres applications, soit pouvoir laisser les autres applications interagir avec la nôtre. Ensuite, on a la notion de navigateur d'objets, donc tous les objets qui ont été créés pourront être réutilisés, et dans le navigateur d'objets, on pourra les sélectionner pour les réutiliser. On aura également, on le voit ici dans la slide, alors c'est un petit peu caché, mais on voit ce qui est chargement des données, donc la capacité d'interagir directement avec les données qui sont dans la base pour charger des données ou les extraire. Encore un point qui est très important, donc c'est pas la seule chose de pouvoir développer, mais il faut pouvoir surveiller et maintenir nos applications lorsqu'elles sont en production. Donc il y a toute une partie surveillance de notre solution Apex, de notre application Apex lorsqu'elle est en production. Et on va pouvoir aussi, alors il y a deux choses comme la galerie d'applications. Donc ça, c'est des applications qui ont déjà été créées ou des modèles que vous pouvez réutiliser. Donc ça va vous permettre également de voir ce qui se fait de mieux et de pouvoir le réutiliser si vous en avez besoin. Et on a tout ce qui est DevOps avec l'intégration et le déploiement continu. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions que vous allez retrouver sur Oracle Apex, l'ensemble du framework, l'ensemble des outils qui composent le framework d'Oracle Apex. Ce qui va vous permettre de créer des applications puissantes, qu'elles soient desktop ou mobile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la présentation d'Oracle Apex. J'espère que vous avez une bonne vision avec cette slide de tout ce qui peut être fait dans Oracle Apex, en tout cas en termes d'environnement de développement. Maintenant, on va passer un petit peu au sujet du jour, à ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui en 2024. Donc, ce sont les nouveautés d'Oracle Apex 24.1, donc 24 pour l'année 2024.1 pour le premier trimestre, et qui apporte beaucoup de nouveautés, et notamment des nouveautés liées à l'intelligence artificielle. Donc, c'est le grand mot, c'est la grande tendance de ces dernières années, de cette année plus particulièrement. Voilà, Oracle Apex s'est mis au goût du jour dès le premier trimestre de cette année, avec la prise en charge notamment de l'IA générative. Donc, on va le voir par la suite dans la présentation. Donc, une IA générative qui est contextuelle pour les développeurs et une intégration de l'IA facilitée dans les applications. Je vous montrerai ça dans des exemples plus particuliers. Et puis, évidemment, on a des améliorations sur Apex, sur une modélisation dynamique des données, sur un moteur de workflow qui est amélioré, la possibilité de comparer les copies de travail. Et puis, on bénéficie évidemment de ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'entièreté de la plateforme Oracle et de la base de données Oracle, avec la recherche par vecteur, un serveur natif côté JavaScript et la dualité relationnelle pour JSON, qui sera présentée dans la suite de la présentation par Virgile. Je vous invite tout à l'heure à faire plus attention à cette présentation. Donc, au niveau des services d'IA générative, comment on va pouvoir utiliser notre IA générative dans Apex? Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très important dans cette nouvelle version, la version 24.1. Donc, on va avoir une abstraction des produits d'intelligence artificielle générative, tels que les plus populaires, hein, tels qu'OpenAI, Cohere et bien d'autres. Et on va pouvoir utiliser ces services directement dans notre IDE, dans notre framework de développement. Donc, pour cela, on va s'authentifier si on a compte auprès de ces entreprises et pouvoir bénéficier de la solution d'intelligence artificielle générative. On va l'utiliser principalement pour plusieurs choses. On va l'utiliser principalement pour l'App Builder. L'App Builder, c'est la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour construire nos applications. App Builder, c'est vraiment pour construire l'application. On va voir qu'on a aussi ce qu'on appelle l'AI Assistant. Donc, c'est la capacité d'ajouter un assistant à nos applications qui va pouvoir interagir en langage courant avec l'utilisateur.
Et enfin, on a tout ce qui est utilisation de l'API Apex AI PLSQL, donc la capacité de générer du code PLSQL et d'autres codes via le langage naturel. Et c'est quelque chose, cette utilisation de l'IA générative, qui va pouvoir être activée ou désactivée, soit au niveau des instances, soit globalement, soit au niveau de l'espace de travail Apex. Donc voilà, deux niveaux pour gérer ça. Évidemment, on peut avoir des applications qui en bénéficient, d'autres applications qui n'en bénéficient pas. Donc comment ça se présente? Eh ben, le premier cas d'usage, ça va être la création d'une application à partir d'une invite, à partir d'un prompt, tel qu'on le dit en anglais. Donc, on va générer un modèle de base de notre application à partir des données disponibles dans le framework Apex et en fonction d'une invite, une fonction d'un prompt. Donc ça, je vais vous le présenter dans une petite vidéo à la fin de cette présentation où on verra comment on interagit directement avec cet assistant Apex pour créer une application et comment on va pouvoir en langage naturel dialoguer avec lui pour vraiment créer une base de notre application qu'on va ensuite améliorer. Et on verra, on peut l'améliorer en ajoutant des informations dans le prompt ou directement plus tard en utilisant l'IDE. Donc, on va tirer pour cela partie du dictionnaire Oracle Apex. Donc, le dictionnaire, c'est ce qui identifie toutes les tables, tous les objets qu'on a dans l'applicatif, dans l'IDE, pardon, et qui vont nous permettre d'être utilisés par cet assistant. Donc, comme je vous dis, je vais revenir là-dessus, mais je voulais vous montrer tous les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, le deuxième cas, c'est l'assistant à Apex dans l'éditeur de code. Donc, ça, c'est très important également. Ça va être la capacité pour l'assistant de faire appel à l'éditeur de code et de l'IA générative. Donc, pour cela, évidemment, on va encore utiliser le dictionnaire Apex, mais ce qui va être très important, c'est de pouvoir générer des requêtes SQL à partir simplement d'un prompt. Donc, on va lui dire à notre IA générative, je veux l'ensemble des utilisateurs euh, ou des patients sur une année. Il va nous créer le code SQL, on le voit ici dans la présentation, il va nous créer le code SQL correspondant. Et tout ça en langage naturel. Donc on va pouvoir générer comme ça du code PLSQL, du JavaScript, du HTML et du CSS. Donc on va améliorer et faciliter la création de nos requêtes, que ce soit pour les applicatifs ou même si on veut créer un rapport, bah, ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser également pour créer ça très rapidement. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est à nouveau faire des itérations, ajouter des contraintes en langage naturel pour qu'il fasse et améliore notre requête SQL. Donc, ce qu'on va pouvoir également, c'est quand on arrive sur du code, demander à cet assistant de nous l'expliquer en langage naturel. Donc, on a une requête qui est un petit peu complexe, par exemple, où il y a plusieurs unions ou des choses comme ça très, très compliquées. Et ben, on va pouvoir demander à l'applicatif, à l'intelligence artificielle, de nous l'expliquer en langage naturel, ce qui peut être parfois intéressant lorsqu'on a des requêtes très, très compliquées. Donc, ça, c'était le deuxième cas d'utilisation. Le troisième cas d'utilisation, ça va être l'ajout d'un assistant d'intelligence artificielle directement dans nos applications. Donc, imaginons qu'on crée une application qui permet de voir, je ne sais pas, la liste des patients d'un hôpital, quelque chose comme ça. On va pouvoir, cette fois-ci, en ajoutant un assistant, utiliser le langage naturel pour faire les requêtes. Donc, c'est l'utilisateur final qui, au lieu de faire des filtres sur sa recherche ou ajouter des paramètres sur une recherche pour avoir une liste à son écran, eh bien, il va pouvoir directement taper en langage naturel dans cet assistant pour dire affiche-moi la liste des patients entrés entre telle date et telle date et il va pouvoir bénéficier de l'affichage automatique dans l'application de la réponse à sa requête. Donc, ça va dynamiser et simplifier la capacité, l'utilisation de l'application. Donc, avec également un temps d'adaptation qui sera peut-être plus rapide pour les utilisateurs finaux qui n'auront pas à apprendre une interface. On sait que parfois, apprendre une nouvelle interface pour les utilisateurs au sein d'une entreprise, ça peut être compliqué. Voilà, en langage naturel, ici, ils pourront directement s'adresser à l'application. Alors, la dernière slide, c'est pas vraiment lié à Apex, mais c'est lié à l'ensemble base de données Oracle en 23 AI plus Apex. Imaginons qu'on est dans le cas où on a une question qu'on veut adresser à Oracle Apex en langage naturel. Euh, Oracle Apex va être capable d'envoyer une recherche sous la forme de vecteur à la base de données Oracle, qui, elle, va faire la recherche sous forme de vecteur dans l'ensemble des données qui sont stockées dans la base de données et qui va retourner à Apex la réponse la plus appropriée.
Et Apex va à nouveau, cette fois-ci, utiliser cette réponse pour ajouter des éléments de contexte qui sont propres à Apex. Donc, on va bénéficier à la fois de tout ce qui est intelligence artificielle, vectorisation dans la base de données Oracle et l'intelligence artificielle générative d'Apex pour offrir encore une fois une facilité d'utilisation et une réactivité supplémentaire à notre application créée dans Apex. Donc, je vous l'ai dit, je voulais vous faire une petite présentation vidéo de ce qu'on peut imaginer faire avec l'intelligence artificielle générative pour la création d'une application. Donc, ici, on est dans l'environnement Oracle Apex. Nous pouvons créer une application avec l'IA générative. Donc, pour cela, on va utiliser le bouton Créer et on va choisir Créer une application avec l'intelligence artificielle. Nous allons simplement expliquer l'objectif de notre solution en langage naturel, y compris les types de pages que nous souhaitons et les fonctionnalités particulières que nous souhaitons pour l'application. Et avec ces informations, l'assistant Apex propose un ensemble de pages et d'options qui répondent à nos besoins. Donc, vous voyez ici, on est en train d'écrire en langage naturel ce que l'on veut, ce que l'on souhaite faire avec cette application, et l'assistant nous propose un format d'application. Il s'agit d'une conversation. Nous pouvons donc ajouter des options supplémentaires auxquelles nous pensons, comme un contrôle d'accès basé sur les listes de sécurité, la possibilité pour les utilisateurs de laisser des commentaires. Et si nous pensons à des pages supplémentaires nécessaires, nous le demandons simplement dans l'application, dans le prompt de l'assistant. Nous pouvons demander par exemple des pages de recherche à facettes avec un tableau de bord que nous avons oublié de mentionner plus tôt. Et automatiquement, ça va venir mettre à jour le contexte de notre application. Une fois terminé, nous cliquons sur Créer l'application pour avoir un aperçu de l'application créée, puis à nouveau sur Créer une application pour terminer. Cela nous permet de créer une application rapidement, en tout cas un squelette d'application sur lequel nous pourrons ajouter des fonctionnalités supplémentaires que nous seuls savons développer ou qui sont très spécifiques à notre application. Nous exécutons donc finalement l'application créée et pouvons vérifier le mode de fonctionnement. Voilà, donc ici, on voit l'application qui a été créée en quelques minutes et qui répond à un certain nombre de besoins, peut-être pas l'ensemble des besoins, mais vous voyez qu'en très peu de temps, on a été capable de créer quelque chose qui répond à beaucoup de besoins et qui va être possible d'améliorer par la suite. Mais on gagne énormément de temps avec ça sur la création de notre application. Donc, suite à cette petite vidéo, je voulais juste terminer par les avantages d'Oracle Apex. Donc, la nouvelle version avec tout ce qui est intelligence artificielle générative, qui va vous permettre de créer plus rapidement vos applications. Ajouter de l'intelligence artificielle à vos applications, on l'a vu avec l'assistant, qui va permettre aux utilisateurs finaux d'interagir avec vos applications plus facilement. Et créer des applications professionnelles. Et je rappelle que Apex est inclus avec la base de données Oracle sans frais supplémentaires. Donc, si vous êtes client Oracle Database, vous pouvez dès à présent mettre en place Apex et commencer à développer votre première application. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour et répondu à l'ensemble de vos questions. Je vais laisser la main à Olivier qui va vous parler de tout ce qui est approche container et microservices. Pour tous ceux qui sont intéressés par le développement, c'est très intéressant. Je te laisse prendre la main, Olivier. Oui, merci beaucoup Mathieu. Merci, effectivement, ta présentation était vraiment très très intéressante. Alors, très bien. Donc effectivement, moi pour ma part, je vais vous présenter en fait comment déployer facilement. Donc là, on vient de voir un peu comment développer des applications low-code, comment simplifier vraiment le développement. Moi, pour ma part, je vais vous présenter un peu comment on peut déployer facilement et simplement de la DB Aura conteneurisée, donc notamment à l'aide de l'opérateur Kubernetes et quel intérêt ça peut avoir quand on parle d'environnement microservice. Donc juste avant ça, je vous propose de commencer un petit peu par un peu d'histoire et un peu d'architecture. Quand on doit faire le design d'une application, on se retrouve souvent face à un choix d'architecture. Historiquement, on crée des architectures plutôt monolithiques,
Mais maintenant, depuis quelques années maintenant, on va préférer des applications dites en microservices. Donc, si on met un petit peu de représentation sur ces mots, nous avons de toute façon, dans tous les cas, les 3 couches, les 3 couches qui sont ici. Donc on va commencer déjà par la couche de présentation. Donc cette couche de présentation, elle représente en règle générale ce qu'on appelle le front-end de l'application. C'est là où les utilisateurs vont se connecter. Et c'est donc l'interface utilisateur. La couche métier, elle, qui est le cœur de l'application. Donc, elle représente vraiment toute la logique métier, les règles de gestion. En général, c'est ce qu'on va appeler le back-end. On va pouvoir, par exemple, en termes de logique métier, on va pouvoir avoir, par exemple, la gestion de la facturation, la gestion des stocks, voilà, tout cet ensemble de fonctions qu'on peut avoir au sein de nos applications. Et puis enfin, on va avoir la couche de données. La couche données, c'est celle qui va nous intéresser, nous, ici, parce que c'est celle sur laquelle on va faciliter ces fameux déploiements. Et donc, dans l'ensemble, dans une architecture monolithique, ces 3 parties, on le constate, on le voit, elles sont unitaires, elles sont indépendantes. Quand on est dans un environnement microservice, ce qu'on va avoir, c'est que chaque composant, des couches de présentation et des couches métiers, donc cette fameuse couche de présentation qui va se retrouver finalement, dans un pod, elle va être gérée à l'intérieur d'un pod sur Kubernetes, par exemple. Ben, on va avoir aussi cette fonction de gestion de la facturation, cette fonction de gestion des stocks. Toutes ces fonctions vont finalement être gérées en tant que microservices au sein d'un cluster Kubernetes. Et donc, ces fonctions, elles vont être interdépendantes, et elles vont être connectées à leur propre couche de données, donc la database. Et donc, une question se pose, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait de la base de données? Qu'est-ce qu'on fait de la database? Donc, selon moi, vous avez quelques possibilités. L'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle donc l'approche spécialisée, une approche de type best of breed. Et donc, ainsi, pour chaque type de données, je vais utiliser le moteur qui, selon moi, lui correspond le mieux. Et je vais faire la même chose pour l'analytique et les différents workloads. Donc, par exemple, pour faire du relationnel, je vais utiliser de la database Oracle, je vais utiliser du Postgre. Pour faire du documentaire, je vais utiliser du MongoDB. Pour faire du spatial, je vais faire du PostGIS. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche best of breed. L'inconvénient de cette approche, en tout cas le problème qu'on peut rencontrer, c'est que comme la donnée, elle est toujours en mouvement, eh bien, les développements LIT vont devoir finalement passer leur temps à gérer toute la partie intégration dans les environnements qui naturellement ne communiquent pas entre eux. Et d'autre part, il y a un point important, c'est on va devoir gérer les transactions à travers cross microservices parce que les microservices sont interdépendants. Donc, on va devoir gérer des transactions cross microservices dans des environnements hétérogènes. Et ça, c'est une vraie complexité parce que ça va ajouter du code, ça va ajouter du développement et ça va du coup alourdir ces développements. Et enfin, un point aussi important, le dernier point, c'est surtout pour l'IT. Donc l'IT va devoir me fournir un accès à tous les opérateurs de base de données nécessaires pour opérer chaque database spécialisée. Et ça, c'est aussi une forte contrainte de la part de l'IT. Nous, ce qu'on va proposer plutôt, c'est une approche autour de la base de données convergée. Donc, la base de données convergée chez Oracle, une base c'est la base de données Oracle qui, finalement, au sein d'un même moteur, elle va nous permettre de gérer tous les types de données. On a ici, donc que ce soit du relationnel, du JSON. D'ailleurs, Virgile qui vient juste après va nous parler un peu de tout ce qu'on fait autour de JSON. Donc, JSON, du spatial, du texte, tous les types d'analytiques. On va pouvoir gérer tous les types d'analytiques et tous les différents workloads qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit de l'IoT, que ce soit de l'IA, tous ces nouveaux workloads qu'on va pouvoir utiliser en tant que microservice. Et ce qui est important, c'est que finalement, là où avant j'ai une complexité avec les opérateurs, ici finalement, comme je n'utilise qu'un moteur de base de données, ben, je n'ai qu'un seul opérateur à gérer. Et donc,
on va pouvoir très facilement déployer de la base de données Oracle, peu importe le workload qu'on va vouloir utiliser, on va utiliser de la base Oracle avec un seul opérateur. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas une option finalement, c'est quelque chose que vous avez déjà. Et dans toutes les éditions de la database, même la database free, hein, la database free for developer, que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Euh, donc en synthèse, ce qu'on propose, ça va être une base multimodèle, finalement, dans laquelle vous allez pouvoir mettre tous les types de données que vous voulez. On va vous proposer la possibilité de containeriser cette base de données. Ça, c'est important dans un monde microservice, containeriser la base de données. Donc, soit à travers l'architecture multitenant qu'on a ici, donc c'est la containerisation de la database Oracle avec les conteneurs et les pluggable databases, ou alors à travers des clusters Kubernetes natifs, donc soit en conteneur natif, soit à travers l'opérateur Kubernetes. Et au final, on va vous proposer aussi, pour venir compléter tout ça et venir simplifier et faciliter vos développements, eh ben, on va vous proposer des outils comme MicroTX qui va permettre de gérer la partie transaction au niveau de l'ensemble des microservices, ou alors Transactional Event Queues qui va permettre de gérer tout ce qui est messaging entre les différents microservices. Et ça, c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc, euh, en termes de support et d'utilisation, on va supporter l'ensemble des principaux acteurs dans ce domaine. Donc, à commencer par Docker et Podman, hein, c'est les principaux acteurs en termes de containerisation simple, on va dire. Pour aller un petit peu plus loin et pour intégrer toute la partie orchestration des containers, les pipelines CI/CD, eh ben, on va utiliser la database. En fait, elle va pouvoir être placée du coup sur des pods K8s natifs, donc sans opérateur, sur un cluster Kubernetes. Et pour aller encore un peu plus loin, eh bien, on va pouvoir utiliser et déployer de la base de données à l'aide de l'opérateur database pour Kubernetes, qui va vraiment faciliter, au-delà de faciliter des déploiements, il va faciliter aussi le cycle de vie des databases qu'on va pouvoir déployer dessus. Donc, on va supporter, en termes de version, ce qu'on va supporter, on va supporter les versions supérieures à 19.3 ou 19.16 sur Podman pour l'ensemble des types de bases de données, hein, que ce soit de la single instance, de la shard, du sharding, Rack pour Docker et Podman, on va le supporter. Ça arrive bientôt sur OKE. Et on va te supporter aussi, bien sûr, sur nos distributions de containerisation, donc pour Kubernetes. Donc Oracle Kubernetes Engine, c'est OKE qui se trouve, lui, sur OCI. C'est un service OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Et bien sûr aussi sur OCNE, donc Oracle Cloud Native Environment, qui peut se déployer du coup on-prem. En termes de ressources, un point qui est important, euh, on va vous fournir aussi sur Oracle Container Registry, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des images qui sont disponibles, qui sont pré-buildées pour vous. Vous allez pouvoir directement déployer de la database Oracle à l'aide des images qui sont déjà construites, qui ont déjà été construites pour vous. Euh, et au-delà de ça, ce qu'on va vous fournir aussi, c'est les sources de ces créations d'images, donc à travers les Docker files de ces images. Donc les Docker files vont vous permettre de reconstruire ces images tout en les personnalisant, bien sûr, hein. C'est ce qui va vous faciliter la personnalisation. Si par exemple vous voulez changer l'OS, ou alors, si vous voulez, par exemple, ajouter des scripts d'exploitation, eh bien, vous avez déjà les sources de ces créations d'images et vous allez pouvoir les rebuilder vous-même en intégrant vos personnalisations. Si vous voulez un peu plus d'informations, notamment sur les supports, je vous ai mis les notes ici. Vous allez pouvoir aller consulter ça sur MyOracle Support. Ce sont les notes MyOracle Support que vous pouvez aller consulter pour plus de détails. Maintenant, je vous propose de voir un petit peu comment on va orchestrer tout ça. Donc, on vous fournit un opérateur database pour Kubernetes, et cet opérateur, il va vous permettre vraiment de faciliter le déploiement et la gestion des containers en simplifiant surtout aussi la description des déploiements à travers le manifest YAML. Et donc, du coup, ça va aussi simplifier vos pipelines CI/CD. Vous allez pouvoir provisionner, backuper, restaurer, patcher, upgrader et scaler aussi
vos bases de données directement à travers l'opérateur. Cet opérateur, il va s'installer en on-prem sur un cluster Kubernetes on-prem, ou alors il peut être aussi ça peut être aussi dans le cloud, sur un cluster Kubernetes dans le cloud. Sur OCI, c'est du one-click, hein. Vous avez une case à cocher pour l'installer. C'est très rapide, très simple. C'est aussi installable un peu plus manuellement sur des environnements AWS, Azure ou GCP. Maintenant, ce qu'on va pouvoir déployer à travers cet opérateur, on va pouvoir déployer sur il y a quatre possibilités. Donc la première, ça va être, on va pouvoir déployer une database au sein du cluster Kubernetes en tant que pod au sein du cluster Kubernetes. Donc là, ça implique aussi de gérer la persistance de la donnée. La deuxième possibilité, ça va être de déployer une database ici en on-prem, ce qu'on appelle on-prem DB. Donc, c'est déployer la database dans un container multitenant. Donc, c'est ce qu'on appelle une pluggable database. On va déployer une pluggable database qui ne se trouve pas dans le cluster Kubernetes, mais qui se trouve à côté du cluster Kubernetes, sur un serveur physique, sur une VM, sur un Exadata, peu importe, ça se trouve ici. L'avantage de ça, c'est que peu importe l'endroit où vous le déployez, vous n'avez qu'un seul manifeste YAML et votre pipeline CI/CD, vous pouvez toujours l'intégrer dans votre pipeline CI/CD. Et la dernière possibilité de déploiement, c'est dans le cloud, dans OCI. Vous allez pouvoir ici déployer soit dans les deux services possibles, donc c'est soit de l'Autonomous DB directement ici, soit du Base Database Service ici. Et ça, vous allez pouvoir déployer tout ça de manière très très simple à travers cet opérateur. Et en plus, vous allez pouvoir gérer tout le lifecycle avec le patching, les upgrades, le scaling. Tout est géré de manière plutôt automatisée. Je vous ai mis le lien ici de l'opérateur. Euh, Maintenant, quand on développe une architecture microservice, bah, ça implique de multiples bases de données. Et généralement, on a une base de données par microservice. Donc, du coup, la gestion de la transaction et des erreurs lors des transactions, ça devient finalement quelque chose pas forcément de complexe, mais de primordial et de très important. Euh, donc, on va vous fournir un outil qui s'appelle donc MicroTX. Et MicroTX, ça va vous permettre de faciliter cette gestion et surtout de simplifier le code applicatif. Du coup, c'est vraiment très facile à utiliser à travers son API. Il est facile aussi à déployer dans Kubernetes et il supporte la majorité des langages et des frameworks. Il s'intègre aussi avec les bases de données non Oracle et il existe une version gratuite que vous pouvez utiliser dès maintenant. Euh, un point aussi important, c'est lorsqu'on développe, ben, on a besoin d'intégrer le monitoring de son application dans le développement. La DB Oracle, nativement, elle intègre un ensemble de métriques un très très gros ensemble de métriques, notamment des métriques de performance qui vont vous permettre d'analyser les performances de l'application. Et ces métriques, ils peuvent être publiées à travers un exporteur Prometheus et les données issues de publiées à travers cet exporteur Prometheus, elles vont pouvoir être utilisées dans un dashboard Grafana, par exemple, que vous allez ou développer vous-même ou utiliser un dashboard qui existe déjà pour les bases de données Oracle. En plus de ça, vous allez aussi pouvoir utiliser des outils comme Loki qui vont vous permettre de surveiller et d'agréger les logs applicatifs. Je vous ai mis les liens pour accéder à ces différents outils juste en dessous. Enfin, comme il est plus prudent ben, de faire des erreurs dans un lab plutôt qu'en production, ben, on vous met à disposition des labs qui sont gratuits, ce qu'on appelle Oracle Live Labs. Et donc, parmi ces labs, il s'en trouve un qui est qui va vous permettre de déployer l'opérateur Kubernetes pour Oracle et de déployer directement une application en utilisant un pipeline CI/CD avec du Jenkins. Donc, je vous invite à le tester et à regarder un petit peu ce que vous pouvez faire avec cet opérateur. C'est totalement gratuit, n'hésitez pas. Enfin, bah, en bref, pour conclure, que vous ayez besoin de traiter de la base de données documentaire, que vous ayez besoin de traiter de la donnée relationnelle ou du graphe ou du spatial, vous allez pouvoir utiliser l'ADB Oracle pour vos microservices et ça va vraiment faciliter les développements et surtout l'opérationnel après, ce qui est important. Je vous ai mis simplement un petit tableau de synthèse qui va regrouper toutes les ressources et tout ce que je vous ai présenté avant et tout ce qu'on a vu dans les slides précédents. Donc bah voilà, pour ma part, j'en ai terminé. Je vais laisser maintenant la place à Virgile qui va vous présenter vraiment comment simplifier encore le traitement de la donnée à travers les données documentaires. Merci.
Eh ben, merci Olivier, merci pour tes explications. Alors en effet, je confirme que quand on est sur un environnement microservice, on va avoir tendance à observer un foisonnement des bases de données spécialisées. Et l'approche d'Oracle sur ça, ça va être de vous proposer une base de données convergée qui va vous simplifier les développements. Voilà, vous éviter l'ensemble des écueils liés au développement microservice. Donc, dans ces bases de données spécialisées, on va vous proposer la base de données documentaire. Donc, la base Oracle est en capacité de réaliser ces opérations. Donc, je vais juste refaire un petit point sur, avant d'introduire le sujet JSON Duality Views, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que le JSON. Hein. Le JSON, c'est un format de données qui vous permet d'échanger qui vous permet d'échanger des données entre applications. C'est un format Inter-Exchange Data. Donc, c'est un format qui est simple, autoportant, en mode texte, avec une hiérarchie et des paires de clés-valeurs. Donc, c'est un format qui est facile à prendre en main pour pouvoir vous partager des données. Et je rappelle c'est un format Unicode. Comme il est très populaire, alors je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais en tout cas, c'est utilisé en JavaScript, c'est utilisé pour le développement de web apps, c'est utilisé aussi pour communiquer en REST, hein, puisqu'on va utiliser des tokens qui s'appellent des JWT, JSON Web Token, et c'est utilisé aussi pour le développement d'applications. Voilà. C'est aussi la base des bases de données documentaires. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une base documentaire, on ne parle pas d'une base de données qui stocke du Word ou des PDF. C'est pas le sujet. On va parler d'une base de données documentaire lorsqu'on va stocker des documents structurés ou semi-structurés au format JSON. Donc, pourquoi aujourd'hui vous ne pensez pas à la base Oracle comme une base documentaire? Parce qu'aujourd'hui, la base Oracle, elle a tout pour faire ça. Pour faire des collections, c'est facile. Vous faites create table, vous créez un identifiant, vous créez une colonne au format JSON, et ça y est, vous avez créé une collection dans votre base de données, la même base de données que vous utilisez déjà. Donc, pas besoin d'amener du foisonnement avec des bases de données spécialisées, comme on a parlé dans l'approche MicroTX. Vous avez déjà la base Oracle qui vous permet d'amener les collections documentaires. Pour interroger tout ça, évidemment, le SQL est toujours présent. Ce que j'aime beaucoup, personnellement, c'est la notation pointée. Ça me permet d'interroger et de requêter facilement les éléments, les fragments dans un document JSON avec une notation pointée. Donc, très facile à utiliser et très facile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, pour introduire le sujet, je vais vous parler de développeurs à qui on aurait demandé d'écrire une application. Cette application, c'est une application classique. On va demander à un développeur d'écrire une application pour l'agenda des étudiants. Donc, pas besoin de faire beaucoup d'allers-retours avec la maîtrise d'ouvrage. On va assez facilement imaginer ce qu'on va mettre en place dans une base de données. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez un certain âge, vous êtes plutôt un développeur, entre guillemets, de base de données relationnelles, vous allez penser immédiatement à des entités, des relations, des classes d'interface. Donc, ça va se représenter par 4 tables ici. Une table étudiant qui va contenir des identifiants étudiants, des noms, des prénoms, des infos. Une table professeur, là encore des teacher ID, des noms. Une table de cours, puisque c'est un agenda, donc on va gérer des classrooms, donc des classes avec des professeurs, des étudiants et la relation qui existe entre eux. Donc ça, c'est quand vous êtes développeur classique, old school, un peu comme moi, avec un certain âge et une approche très normative du développement. Donc, ça va se traduire, une fois que l'application va être développée, ça va se traduire finalement par des allers-retours SQL plus ou moins nombreux, avec des jointures plus ou moins conséquentes. Donc, si vous pensez à la complexité de l'application, aujourd'hui, je vous ai donné un exemple avec seulement 4 tables, mais si demain, vous aviez 20 tables ou 30 tables, comme on peut le voir, en fonction de votre niveau de normalisation, la prise en main de l'application et les nouvelles fonctionnalités à développer peuvent être un petit peu lourdes, un petit peu complexes, notamment si vous travaillez avec des gens qui reprennent les applications, hein, ce qui se voit assez fréquemment. Ce que voudrait le développeur aujourd'hui, c'est finalement s'abstraire, enfin, ne plus voir la base de données comme comment dire, un système SQL, mais plus un conteneur. Il voulait travailler en mode objet. Si vous regardez bien sur ce slide, vous verrez que l'agenda d'un étudiant, finalement, pour un développeur, c'est un objet, puisque vous allez retrouver des attributs, des propriétés, c'est un seul objet.
il y a autant d'objets qu'il y a d'étudiants, etc., etc. Et si vous allez un petit peu plus loin, vous allez dire, bon, c'est un objet, je vais le sérialiser. Si je le sérialise, finalement, vous allez retrouver du JSON. Vous allez retrouver finalement du JSON formaté, on va dire plutôt. C'est là où ça va prendre son sens, notamment pour les développeurs qui sont un peu plus jeunes et qui sont au fait de ce genre de bases de données documentaires qui vont pouvoir finalement stocker des objets. Donc, en quoi ça va rendre simple le développement, les bases de données documentaires? Ça va vous permettre en fait de vous assujettir du SQL. Vous allez pouvoir, à partir d'un système d'API, envoyer les documents, les modifier, les ramener, et ensuite vous ne vous occupez que finalement des propriétés d'affichage. La base de données, finalement, elle va s'éloigner de vous et vous allez utiliser un API endpoint pour pouvoir accéder à vos données. Et ça va vous permettre de faciliter le travail. Très rapidement, je vous parle des limitations des bases documentaires, parce que si je reprends l'exemple de l'application des agendas étudiants, si vous êtes dans un amphi avec 1000 étudiants, hein, ce qui pourrait arriver, ou plusieurs amphis, ce que vous allez faire, comme vous travaillez finalement en objet, vous allez créer autant d'objets agenda que d'étudiants. Et donc, vous allez créer dans la base de données 1000 documents qui sont tous différents, mais qui ont certaines portions identiques. Donc ça, c'est pas forcément une bonne manière de faire. De plus, si vous amenez la problématique du changement de cours, vous allez être obligé de faire des manipulations massives de vos documents pour pouvoir modifier le fragment ou la paire de clés de valeur qui va être modifiée en conséquence. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, imaginons que votre programme plante au milieu du chemin. Vous avez déjà fait 500 documents, vous ne savez pas lesquels, et il y a encore des documents à faire. Donc, vous avez relancé votre traitement de modification documentaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les bases documentaires, habituellement, sont inefficaces sur le stockage, puisque vous allez redonder l'information, coûteuses à mettre à jour, parce que vous allez, au lieu de faire une opération, vous en allez en faire 1000, et difficile à maintenir cohérente, parce que si votre programme plante, l'unité d'œuvre ne sera pas conservée. Ce que va proposer Oracle aujourd'hui, c'est à la fois de réconcilier les développeurs qui sont un peu plus old school comme moi, avec un certain âge, et les développeurs qui sont un peu plus récents sur le marché du développement, et aussi de gommer les problématiques liées au stockage documentaire. Alors pour ça, on amène une nouvelle notion qui s'appelle la dualité JSON relationnelle, que je vais appeler JSON-DB. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker vos données sous forme relationnelle. On sait le faire, hein. C'est les fameuses tables relationnelles que vous connaissez très bien depuis des années. Et ça va permettre d'amener des avantages sur le stockage, la déduplication des valeurs, éventuellement même la compression, etc., etc. À côté de ça, on va vous amener l'abstraction qui s'appelle une JSON Duality View. On va vous permettre de récupérer visuellement les données sous forme d'un document JSON. Vous noterez bien que la petite flèche sur laquelle j'ai présenté, là, c'est une flèche bidirectionnelle. Donc, la vue JSON Duality View, c'est une vue bidirectionnelle. Elle ne fait pas que vous présenter un sample au format JSON de vos données et de vos relations, mais elle vous permet aussi, si vous êtes dans l'autre sens et que vous allez pousser un document au format JSON, elle va vous permettre de splitter les données de manière efficace et rapide sur votre environnement relationnel. C'est ça aujourd'hui que je voulais vous dire. Alors pour définir une vue de dualité relationnelle, JSON, c'est assez facile. Vous allez tout simplement prendre ce qu'on appelle la recette, c'est-à-dire que vous allez voir le format que vous attendez et vous allez le définir dans la vue. Ici, j'ai présenté une syntaxe de type GraphQL. Il existe une deuxième syntaxe, une syntaxe JSON, évidemment. Moi, je préfère le GraphQL en termes de représentation. C'est plus facile à visualiser pour la suite des opérations. Donc, une fois que vous l'avez créé, pour l'utiliser, c'est facile. Vous avez une colonne standard qui s'appelle data. Vous faites select data, vous mettez éventuellement votre prédicat et vous avez directement une régénération de l'ensemble du document à partir de votre table relationnelle. Si le SQL ne vous plaît pas, vous pouvez le faire en JavaScript. Aucun problème. Donc, à partir de ce que je vous ai présenté, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, gommer l'inefficacité inhérente au stockage JSON en évitant les duplications d'occurrences, en utilisant la puissance du relationnel et notamment l'indexation, les compressions, tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans Oracle. On va permettre aux développeurs de stocker comme avant leurs données sous forme relationnelle, les développeurs un petit peu old school comme moi, et puis s'il y a besoin, on peut avoir une vision JSON.
Et pour les développeurs un petit peu plus récents, ceux qui vont travailler en mode API par exemple, eh ben, ils auront accès évidemment à leurs données au format JSON. Et s'ils le souhaitent avoir une vision relationnelle, il y a le JSON Data Guide, il y a un ensemble d'éléments qui vont leur permettre de remonter jusqu'à la source. Tout ça, c'est bien sûr bidirectionnel. OK? Donc, je vous ai fait une démo, comme à mon habitude, comme dirait Patrick Lemartré. Je vous ai fait une démo en utilisant un environnement VirtualBox avec Postman et la base de données 23 AI en forme VirtualBox. Donc, pour démarrer la démo, on va vérifier que on est bien dans la bonne version d'Oracle. Hein, donc, il faut être au moins en 23 de la base de données pour démarrer. Donc, on vérifie la version. On va créer des objets sous-jacents parce que les vues de dualité relationnelle ne peuvent pas se créer si les objets sous-jacents ne sont pas déjà présents, hein, puisque vous allez définir une structure en fonction de ce qu'il y a dessous. Donc, voilà. Donc là, je vous montre les deux types de syntaxe pour créer une vue. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de l'avoir en format JSON ou alors en GraphQL. Moi, je préfère le GraphQL. Je l'ai déjà dit, je le redis. Plus facile, plus rapide et plus facile à expliquer à des collègues. Voilà, donc je vous montre bien les deux versions de la création. Voilà, une fois qu'on a créé les vues, on vérifie qu'elles sont présentes. On voit bien la colonne data dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va représenter en fait l'équivalent d'un lob qui va vous ramener le JSON hein, dans sa structure d'origine. Donc, les vues, là, au moment de la démo, c'est des vues qui sont vides. Voilà, je vous ai mis pour information la petite fonction pretty pour pouvoir avoir le format joli du JSON. Sinon, vous avez une vision un peu sérialisée, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'objet. Une vision sur une seule ligne, c'est pas très joli. Donc, comme j'ai envie de travailler comme si j'étais dans une application, bah, je vais utiliser les fonctionnalités auto-REST de la base Oracle, qui sont des fonctionnalités vraiment sympas hein, pour créer des endpoints REST et GraphQL. Donc, très important. Donc, c'est facile hein, pour activer l'auto-REST. On va demander à la base de données de créer les handlers qui vont permettre d'amener les méthodes put, get, post sur les différents objets. Là, je l'ai fait uniquement sur les vues de dualité relationnelle. Donc, à aucun moment, je ne travaille sur les objets de type table. Je passe uniquement par les vues. Donc là, j'ai fait un appel de type get avec mon utilitaire qui s'appelle Postman, qui me permet de travailler en mode API REST. Les objets sont vides. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de la base de données, je vais insérer directement le document de JSON dans la vue Divi. Donc, à aucun moment, je ne vous montre comment on fait un insert dans une table, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais créer des équipes de Formule 1. J'ai créé une équipe Mercedes et une équipe Ferrari, pardon, et une équipe Red Bull. Je l'ai fait à la main. Je vais vérifier à partir de mon Postman que je récupère bien la donnée avec un get. Vérifier que j'ai l'équipe Mercedes et l'équipe Red Bull et l'équipe Ferrari. Et à partir de là, je vais poster une nouvelle donnée. Une fois que j'ai récupéré, voilà, je vais un peu plus vite que la démo, désolé. Voilà, j'ai fait le get, j'ai récupéré l'ensemble des pilotes Red Bull, notamment Max Verstappen. Voilà, je vérifie que j'ai bien toutes les données qui sont des données qui sont relationnelles, hein, mais qui sont présentées sous forme JSON et en mode API. Je vais poster un nouveau pilote et en même temps une nouvelle équipe. La nouvelle équipe Mercedes, nouveau pilote, Virgile Crevon. Donc, vous noterez que je ne suis pas dans l'équipe Red Bull. J'espère qu'on m'en tiendra par rigueur en sortant de ce webinaire. Voilà, donc, OK, donc code 200, c'est posté dans la base de données. Vous noterez qu'il n'y a pas de commit hein, quand on est en REST. C'est soit c'est posté, c'est inséré, soit vous avez un code retour erreur. Voilà, donc je récupère bien les équipes. Je dois avoir mon nom dans l'équipe Mercedes. Voilà, donc là, on est toujours en JSON Duality View. Je vais vérifier dans la base de données que les données que j'ai envoyées en format JSON, elles ont bien été splittées sous forme relationnelle. Donc ça, c'est important. Voilà, vérifier que ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ça fonctionne bien comme on l'a dit. Hein. Je vois bien Virgile Crevon qui est stocké dans une forme relationnelle hein, sur une table. Et à partir de maintenant, bon, là, je vois qu'on est un peu short en timing, mais la démo continue. Je crée des équipes, je crée des courses et je continue sur le e-tag. Bon, on n'a pas le temps, donc je vais me permettre d'aller plus vite. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire par rapport au JSON Duality View, c'est que bon, c'est une nouveauté la 23i. Ça va permettre de réconcilier le meilleur des deux mondes
pour les développeurs, hein, d'avoir une vision documentaire, une vision relationnelle. Ça va vous permettre d'optimiser le stockage. Donc, éviter, si vous avez des millions et des millions de documents de JSON, ben, ça va être beaucoup plus facile en relationnel de gérer ça, hein. Ça va donc vous amener de la simplicité de développement. Et vous pouvez évidemment créer sur tous les objets que vous avez créés d'autres types de vues. C'est-à-dire que on a pris l'exemple de l'agenda pour des étudiants, mais vous pouvez créer des vues supplémentaires au besoin. Par exemple, si vous voulez connaître l'agenda d'une salle, l'agenda, par exemple, vous voulez donner un cours informatique entre midi et deux, ben vous créez une vue qui va vous donner les agendas avec les disponibilités des salles. Voilà, donc je vais très vite sur la partie tech, ouais. Et du coup, je vais passer la main à Patrick Lemartré pour la partie session questions-réponses. Merci beaucoup. Merci Virgile. Merci beaucoup pour ta présentation, puis également à Mathieu et Olivier. Donc, on a quelques questions que je vais reprendre un peu dans l'ordre avec toi, Mathieu, sur la partie Apex. Oui. Euh, Peut-être tu peux résumer aussi la question, hein. Je pense que voilà, on a un client qui est plutôt autour de SBase, donc les bases de données multidimensionnelles. Voilà, est-ce que tu peux traiter cette question-là, peut-être en la répétant pour nos interlocuteurs? Oui, on a l'un d'entre vous qui nous posait la question sur la connectivité entre Oracle Apex et SBase. Si on avait des tutoriels par rapport à ça. Alors, j'ai pas trouvé de tutoriel Oracle très, très formalisé. Par contre, il y a des partenaires apparemment qui sont déjà penchés sur les sujets. Donc, voilà, j'ai répondu à à l'intervenant directement en lui envoyant un lien vers le site d'un partenaire que je peux pas communiquer à tout le monde, mais vous le retrouverez en allant sur Google. Voilà, notamment ce qu'on utilise, c'est tout ce qui est API REST, hein, pour dialoguer avec SBase. Super. Ensuite, on avait une question sur la partie Oracle Apex et la gestion des versions et la compatibilité avec GitHub. Avec GitHub, ouais. Ouais, donc oui, il y a une gestion des versions plutôt globale, je dirais, dans Oracle Apex. C'est pas vraiment le point fort d'Oracle Apex, mais on peut très bien travailler avec GitHub pour gérer tout ça. Donc si vous cherchez Oracle Apex GitHub sur Google, vous trouverez rapidement des posts, des blogs de l'équipe Apex chez Oracle qui expliquent comment faire le setup pour utiliser GitHub avec Oracle Apex. Donc Ok. voilà, ça peut fonctionner et ça fonctionne très bien. Ensuite, on avait deux questions sur la partie standard edition, donc la capacité d'utiliser Oracle Apex avec la standard edition. Oui, tout à fait, Oracle Apex est tout à fait disponible avec la standard edition. Il n'y a pas de limitation par rapport au type de version d'Oracle Database. Et tout ce qui concerne l'IA générative donc, est disponible à partir de la version 24.1 d'Apex. Donc, voilà, c'est la version d'Oracle Apex qui définit si on a accès à l'IA générative et non pas la base de données sous-jacente. Vous pouvez très bien utiliser Oracle Apex 24.1 avec la standard édition en base de données sous-jacente. Ok. Ok, Merci, merci peut-être des questions. Mathieu. Parce qu'effectivement, quand on est pris par le temps, juste peut-être Olivier, parce qu'il y a aussi des questions autour du mode de licensing des opérateurs. Si je peux te relancer Oui, là. bien sûr, ouais, pas de souci, bien sûr. Alors, l'opérateur Kubernetes, en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il est en open source. Donc, Oracle, il ne faut pas oublier qu'Oracle est contributeur ou créateur de nombreux projets open source, dont l'opérateur Kubernetes qui est développé par Oracle. Et en termes de support, vous pouvez d'ailleurs utiliser le support de votre database pour le support de l'opérateur. Donc, open source. Ok, super, super. On avait une question sur les supports. Sachez que cette session sera disponible aussi en replay dès la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci pour l'ensemble de vos questions. Donc aujourd'hui, sur cette session qui clôture la Database Week. Voilà, donc un petit rappel donc sur tous les contenus et ces contenus-là, qu'on soit sur les nouveautés DB23 AI, sur tous les déploiements multi-cloud, sur la partie Golden Gate, tout ce qui est intégration de data
en temps réel. Et puis la session d'aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, voilà, vous recevrez donc un email avec tous les liens sur les replays. Et puis sur notre groupe LinkedIn en français, vous avez également accès à tous ces replays. Donc voilà, merci à vous tous qui étaient connectés aujourd'hui et n'hésitez pas à profiter de ces replays. Et voilà, également, on a un rendez-vous, notamment pour les Parisiens, on va dire, mais ceux qui sont un petit peu plus loin peuvent se déplacer. On sera au Parc des Princes et on fera cette fois-ci un événement donc en présentiel, en reprenant également les thématiques que l'on a vues durant cette Database Week, notamment la partie intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup à tous. Une excellente journée et un excellent week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir.